Espèce légendaire, on pensait même dans la mythologie qu'elle naissait des entrailles de la terre, ou bien qu'elle était le fruit des amours d'une murène et d'une vipère. Capable de traverser les champs pour rejoindre une mare, discrète, filant comme un serpent, son alevin parcourt près de 6000 km au travers de l'Atlantique avant de rejoindre les côtes de l'Europe. Elle ne s'attendait pas à un tel accueil, la petite civelle de la mer des Sargasses. Elle avait traversé l'Atlantique, portée par le courant chaud du Gulf Stream. Une étrange migration de 7 à 11 mois, où le leptocéphale, cette larve d'anguille, allait subir une étonnante transformation avant de devenir la civelle. Avant de remonter vers les campagnes, la petite civelle doit vaincre les constructions et la convoitise des hommes. Ici, à Arzal, à l'embouchure de la Vilaine, à quelques kilomètres de Redon, entre Vannes et Nantes, on a construit un barrage pour réguler le cours du petit fleuve. Et chaque année, entre novembre et mars, se déroule dans les eaux sombres de l'estuaire un étonnant ballet de bateaux. Sur tout le littoral, on constate une baisse de la pêche. Ouais. Dans les années 70, les courants de pêcher de 20 à 30 kilos en moyenne, hein, même plus, hein, même beaucoup plus. Hein. Aujourd'hui, quand les bateaux ont pêché 2 ou 3 kilos, c'est des belles pêches. Hein. Les civelles sont expédiées vers où après? Je pense en ce moment ça doit être sur le Japon. Hein. La Chine a acheté pendant un moment aussi. Ils sont des dizaines, parfois jusqu'à 100 à chasser la civelle. Ici, 125 licences de pêche sont accordées chaque année. Chaque bateau possède 2 filets, sorte de grosses épuisettes à papillons, fixées au bout de 2 manches de 10 mètres de long maximum. Ces 2 épuisettes, dont la maille est sévèrement réglementée, ont un diamètre de 1,20 m pour une profondeur de 1,50 m. Certains pêcheurs n'hésitent pas à frôler les piles du barrage, prenant parfois des risques inconsidérés. Mais l'appât du gain est là. La civelle vaut cher, très cher même, jusqu'à 320 € le kilo. Dans quelques heures, la précieuse cargaison sera livrée aux marailleurs. La petite civelle partira pour un autre voyage, en avion cette fois, direction le Pacifique et les piscicultures japonaises ou les assiettes espagnoles. Pour celles qui ont échappé à cette pêche trop intensive, il faudra désormais trouver la passe à poisson. Une autre affaire avant de remonter le cours de la rivière. Depuis toujours, la reproduction de l'anguille a fait l'objet d'interrogations. Et depuis les années 1970, différentes actions sont entreprises, comme ici en Bretagne Nord, sur la rivière le Frémur, près de Dinard. L'objectif du programme Frémur Anguille était de voir l'effet du rétablissement des voies de migration de l'anguille sur la dynamique de toute une population à l'échelle d'un bassin versant. Additionné à ces premiers objectifs, on pouvait également espérer avoir de bonnes informations sur la dynamique complète d'une population d'anguilles hors du problème de migration. Alors, le programme a débuté en 1995. Comme on voulait voir l'effet du rétablissement des voies de migration sur la population, ce que l'on a fait, c'est que le programme a commencé par une année qu'on a appelée état initial, c'est-à-dire avant construction des passes à anguilles, puis les années suivantes, jusqu'à nos jours, sont des années de suivi après construction des passes à anguilles qui, elles, ont été installées en 1996. Alors pour suivre la migration de montée de l'anguille, plusieurs moyens sont à notre disposition. Tout d'abord, il y a un piège de montée qui est à environ à 4 km de l'estuaire, qui est le piège de Pontey-Somnesse. Il y a eu la possibilité d'utiliser un deuxième piège
qui est placé sur l'ascenseur du barrage du Bois-Joli, qui est quelques kilomètres en amont. Et ensuite, additionné à tous ces piégeages, nous avons des méthodes de marquage qui nous permettent de recouper les informations avec les pêches qu'on effectue par la suite dans tout le bassin versant. Il semble de plus en plus que l'anguille ne se reproduit qu'une fois dans son existence. Elle abandonne alors les eaux douces pour les estuaires, puis l'océan. Outre des mutations physiques externes, des changements de comportement apparaissent. Elles cessent de s'alimenter et c'est à partir de septembre qu'elles entreprennent par millions un voyage étonnant au travers des étangs, des canaux et des rivières pour enfin regagner la mer. Alors il existe également un piégeage de dévalaison puisque dans l'objectif d'avoir la totalité de la dynamique de population de l'anguille, on voulait pouvoir suivre tous les stades depuis la montée jusqu'à la descente. Alors en complément de toutes les opérations de piégeage et de pêche, il y a des opérations de marquage. Il y a eu deux grandes opérations de marquage. La première, c'est une opération de marquage qu'on appelle de masse, c'est-à-dire qu'on a coloré sur une année toutes les anguilles en montée. Ces anguilles ont donc été marquées et dans le suivi sur les années suivantes, par des prélèvements de certaines anguilles, on arrive à connaître l'historique, quand est-ce qu'elles sont montées, jusqu'où elles ont migré et les premières informations de dévalaison arrivent depuis 2001, c'est-à-dire des anguilles qui ont été marquées en 1998, réussissent à dévaler dès 2001, donc vers leur quatrième année. Ensuite, il y a eu aussi des marquages individuels. Là, ce sont des petites marques qu'on place dans les anguilles qui sont un peu plus grosses. Et ces anguilles marquées sont celles qu'on a capturées par pêche électrique dans le bassin versant. Ces marques-là nous permettent d'individualiser les anguilles. L'anguille est un poisson lucifuge, c'est-à-dire qu'elle fuit la lumière violente. Durant le jour, elle se tient dans des trous, des anfractuosités, sous des remblais, sous des amas de pierres ou dans la végétation la plus dense. Elle n'abandonnera sa cachette qu'au crépuscule pour repartir à la chasse. Elle restera alors active toute la nuit pour se cacher à nouveau l'aube venue. Cependant, si les eaux sont troublées par de la pluie ou par des bouleversements importants du fond, l'anguille aura une activité diurne tout aussi importante. Là, nous sommes au Bouel, sur la Vilaine. C'est un endroit qui tombe en dessous de Pont-Éan, entre Rennes et le barrage d'Arzal, qui en fait est quand même beaucoup plus bas. Et nous allons essayer de pêcher quelques anguilles. Normalement, là, ça devrait pouvoir commencer, mais étant donné que cette année, il y a une fraîcheur persistante, elles ne sont pas encore vraiment très nerveuses. Et donc il aurait fallu un petit peu de chaleur et également un petit peu plus d'eau, peut-être pour les faire bouger, quoi. L'anguille étant un poisson quand même qui craint un petit peu la lumière, quand l'eau est calme et claire, il est évident qu'elle est moins vigoureuse que lorsque les conditions sont plus... enfin, dès qu'il y a de l'eau, des débuts de crue printanières comme ça, là, en général, ça les excite bien. Bon, maintenant, il est vrai aussi que c'est un poisson qui a un pic d'activité quand même le matin de bonne heure et puis le soir, en soirée. En général, ça a tendance à s'activer un petit peu plus. C'est un poisson qui supporte facilement une température assez élevée. Donc jusqu'à 20-25 degrés, c'est un poisson qui est très actif. Bon, c'est bien connu des pêcheurs que dès qu'il y a des périodes un petit peu comme orageuses et tout, avec des chaleurs lourdes, bon, bah, ce sont des conditions favorables. Donc l'anguille, de toute façon, l'hiver, celles qui ont de partir dans la mer des Sargasses pour reproduire, elles descendent. Mais celles qui restent, de toute façon, hivernent. L'hiver, il est quasiment hors de question de faire une anguille, ou alors c'est vraiment du hasard, quoi. Donc les meilleures périodes sont quand même les périodes printemps, été, jusqu'au début, milieu d'automne, quoi. C'est là qu'on a le plus de chance. Alors en ce qui concerne les montées d'anguilles annuelles, les résultats sont très variables d'une année sur l'autre.
En gros, les petites années nous donnent 4000, 3000 anguilles et les grosses années vont jusqu'à 40 000. Donc on a presque un facteur 10 entre les petites montées annuelles et les grosses montées annuelles. L'intensité de la dévalaison, elle, est un petit peu moins variable. On a grosso modo environ 800 à 1000 individus qui descendent tous les ans. Les dernières années sont plus basses, on obtient dans les 500 à 400 individus. Mais la variabilité est nettement moindre que pour les montées. Au niveau de la Bretagne, on peut dire qu'effectivement la présence des civelles et même de l'anguille est préoccupante puisqu'on observe une descente de tous les indicateurs, que ce soit les indicateurs obtenus par procédés expérimentaux ou en suivant les captures qui sont faites de façon professionnelle ou amateur. On a une descente globale qui s'étend au-delà de la Bretagne. La diminution des populations d'anguilles se fait sentir globalement sur toutes les rivières, puisque de toute façon c'est une espèce qui n'est pas inféodée à une rivière, enfin inféodée n'est pas le bon terme, mais c'est une espèce qui n'a pas de homing comme celui du saumon ou d'autres espèces. Et les observations montrent que la baisse est globale sur des grandes régions et non pas forcément sur des bassins. Les anguilles sont présentes le long de toutes les côtes françaises, y compris celles des plus grandes îles comme la Corse. Quant à l'altitude, on trouve des anguilles à proximité des sources des torrents de certains reliefs montagneux. Il n'est pas rare alors de pêcher des anguilles jusqu'à 1200 mètres d'altitude. L'anguille n'a pas de fermeture spécifique, donc sur le principe, on peut la pêcher d'un bout à l'autre de l'année. C'est-à-dire que si les conditions sont adéquates, montée d'eau, eau assez trouble et tout, on arrive à faire des pêches très, très intéressantes d'anguilles. Par contre, quand les conditions ne sont pas bonnes, comme tout poisson, il ne mord pas, quoi, hein. Et c'est tributaire aussi de la présence des dites anguilles, puisque donc en automne, début d'hiver, il y en a quand même une grosse majorité qui redescend pour la reproduction. Donc il y en a moins l'hiver. Donc normalement au printemps, il y a de jolies pêches à faire, hein. Maintenant il est vrai aussi que dans le secteur concerné, enfin sur la Vilaine et le bassin de la Vilaine, pour pas mal de raisons, elles sont quand même beaucoup moins présentes qu'elles ne l'ont été dans le temps. Puisque entre le barrage d'Arzal, les pêches abusives de civelles dans les estuaires, etc. Bon, l'anguille est un poisson qui se raréfie. Il faut considérer et rajouter là-dessus aussi les problèmes de pollution qui ne sont pas négligeables. Et l'anguille a beau être un poisson, je dirais, amphibie et tout, il y a quand même des obstacles presque insurmontables qui l'empêchent de bien remonter. Il fut un temps où il y avait quand même des populations d'anguilles autrement plus... j'ai vu ici des pêches qui étaient quand même assez intéressantes, sinon fabuleuses. Mais enfin, bon, l'anguille, même à la limite, à la fin, les gens s'en occupaient même plus vraiment. C'était un poisson pris parmi d'autres sans les chercher spécifiquement. Alors que maintenant, même en les recherchant d'une façon ciblée, on a quand même un mal fou à en prendre d'une façon satisfaisante, normale, telle que ça se présentait il y a quelque temps, quoi, hein. Et même dans des endroits, j'ai entendu parler de la Brenne, etc., même dans des endroits très privilégiés comme ça, les populations diminuent, hein. Ça diminue d'une façon quand même très, très sensible, voire presque catastrophique, hein. C'est un poisson qui, je ne sais pas ce que ça donnera dans les décennies à venir, mais pour l'instant, elle est fortement menacée, quoi. Le piège de montée, qui est en fait un piège qui est placé sur une passe existante. Donc le piège commence par une première volée sur laquelle on voit une espèce de tapis en poils synthétique dans laquelle les anguilles peuvent utiliser leur capacité à ramper. Les anguilles arrivent dans ce premier bac métallique et de là, elles montent dans la seconde rampe courte pour tomber dans un système de piégeage qui est relevé régulièrement et à partir duquel les anguilles sont comptées, mesurées et sur lesquelles on prend tous les paramètres dont on a besoin.
D'abord, on est capable de décrire les montées aussi bien en caractérisant la taille des anguilles qui montent que leur nombre. Le nombre, on en a déjà parlé, il est extrêmement variable. Il varie d'un facteur 1 à 10 selon les années. Et on a également pu montrer que la passe à anguille était très utile, mais que le barrage, avant la mise en place de cette passe, le barrage était déjà franchissable partiellement par les anguilles. Et ce franchissement se faisait selon la taille de l'anguille, c'est-à-dire qu'autour d'une taille de 140 mm, les anguilles n'arrivent plus à grimper elles-mêmes le barrage par reptation et elles sont obligées d'emprunter la passe. Pour les anguilles qui sont en dessous des 140 mm, une fraction arrive à emprunter le barrage sans aide de la passe et l'autre fraction emprunte la passe à anguille. C'est un scientifique danois nommé Johannes Schmidt qui a démontré le premier que la destination de cette extraordinaire migration était la mer des Sargasses, près des Bermudes. Les anguilles atteignent la mer des Sargasses après un voyage de 4 à 5 mois, et ce sera dans une profondeur de 200 à 300 mètres que chaque femelle pondra près d'1 million d'œufs. Tel est le cycle de la vie de l'anguille. Surtout, c'est qu'en fait, c'est un poisson qui, malgré sa réputation de robustesse, certains disent que c'est quasiment indestructible. Il faut savoir que c'est quand même très sensible à tout ce qui est métaux lourds et polluants divers. Et que lors d'efforts de chaleur, ça crée des pollutions qui sont très défavorables. Et il y a des concentrations énormes de ces dits polluants. Et qui font qu'il y a beaucoup d'anguilles, tous les poissons de fond, donc l'anguille en priorité, sont plus atteintes. L'anguille est un poisson particulièrement vorace. Son alimentation est surtout carnivore et comprend des œufs de poisson, des alevins, des vers ou des petits crustacés. Apparemment, il y a eu une tirée, oui. Donc on va voir. Une petite perche. Elles reviennent quand même un petit peu en force. Hein. Depuis quelques temps, là, j'en fais. Et parfois, elle n'est pas vilaine. Hein. J'en ai fait des perches de plus d'1 kilo ici. Ce qui commence à faire des jolis poissons pour des perches du pays. Elle l'a bien engamé. Hein. Voilà. On peut se contenter de matériel assez rustique puisque c'est un poisson assez violent quand même malgré tout, hein, qui est un peu particulier en termes de pêche. Donc là aujourd'hui, bon, je la pêche au verre. C'est bon, des cannes assez solides, moulinets costauds et puis du fil pas trop fin parce que bon, c'est un poisson assez brutal et qui en plus a la particularité une fois qu'elle a pris l'appât, elle cherche à se ramasser, soit dans les amas de branchage, dans les blocs de pierre, etc. Et donc il ne faut pas, je dirais, il faut pas finasser, quoi, hein. Quand on a la chance d'avoir une anguille au bout, bon, surtout si c'est une assez belle, il faut quand même la monter d'autorité, de façon à éviter qu'elle se coince, hein, parce qu'une fois qu'elle est bloquée dans l'obstacle, 9 fois sur 10, on la perd. Donc là, en fait, sur le moulinet, là, j'ai un fil qui doit faire 35 centièmes. J'ai un bas de ligne un petit peu plus fin, de l'ordre de 26 centièmes. Bon, c'est des fils, pour donner une idée, qui résistent respectivement à 6 kg pour celui-ci à peu près, et là, donc 4 kg. Hameçon, pas trop gros. Au début, j'avais tendance à mettre des hameçons assez forts. Je me suis rendu compte que ça ne donnait pas forcément de meilleurs résultats. Donc bon, voilà, j'ai mis un plomb même assez lourd par rapport à la distance à laquelle je vais pêcher. Mais c'est une olive toute simple. Je l'ai fait suivre d'une petite perle caoutchouc qui me sert d'amortisseur pour protéger le nœud qui relie l'émerillon. Et en bas du dit émerillon, j'ai mis donc un bas de ligne muni de son hameçon. Donc là, aujourd'hui, on va pêcher au verre. Alors c'est un poisson assez éclectique dans ses choix alimentaires, hein, donc ça peut se pêcher également au vif, aux petits poissons morts. Un truc qui est excellent, c'est des petites ablettes qu'on laisse sécher 1 heure ou 2 au soleil et puis qu'on remet. Ça a un fumet qui attire les anguilles.
Et autrement, naturellement, elle mange tout ce qui est animaux aquatiques divers, hein, les larves, etc. Donc les petits poissons, on l'a vu, des œufs de poisson. C'est un carnivore, hein, ça mange très bien les vifs. Hein. Les pêcheurs de carnassiers qui pêchent le sandre ou le brochet sont souvent confrontés à des prises d'anguilles. Le ver est une des meilleures èches qu'on puisse mettre pour l'anguille. Il faut savoir que le ver de terre, de toute façon, est extrêmement polyvalent. Hein. Outre l'anguille, on peut prendre presque tout et n'importe quel poisson avec, hein, du plus petit verron au plus gros silure, en passant par tous les poissons blancs, brèmes, carpes, etc. Et les carnassiers, perches, cendres, tous les poissons sont intéressés potentiellement par un ver de terre. Alors là, je trempe mon verre dans donc un concentré ça ne peut être qu'un petit plus qu'on peut mettre au bout du verre, hein, qui peut éventuellement rameuter quelques anguilles. Hein, elles sont très connues pour avoir un odorat extrêmement développé. Hein. Donc, psychologiquement parlant, ça peut fonctionner. Encore une petite perche. Ah bah tiens, elle t'est prise au bord. Il y a des jours comme ça, on aurait mieux fait de venir pêcher la perche. Hein. Ça c'est la perche française, quoi. Hein. D'un point de vue scientifique, c'est pas la même espèce. Et puis bon, au niveau coloris, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est la perche commune là a des rayures, nageoire rouge. La perche canadienne, elle, est un poisson très très coloré, mais qui reste en tout cause petit de toute façon. Hein. Une grosse perche canadienne fait la taille d'une petite main, quoi. Et c'est considéré plutôt comme nuisible. Hein. C'est mort de 3 secondes. Comme toutes les anguilles, hein, quelques petits coups dans le bout du sion, puis une tire un peu plus franche. Là, elle doit être dessus. Hop là. Ah oui, je l'ai. Ah, elle est belle. C'est une belle anguille, tiens. Alors, l'astuce, c'est de la maintenir maintenant. Toujours un moment un peu particulier. Donc là, vu la taille, on peut supposer que c'est une femelle. De toute façon, il faut savoir quand même que les anguilles prises en eau douce sont généralement des femelles. Parce que lors de la migration, de remontée, les anguilles femelles remontent principalement les cours d'eau. Et les mâles restent généralement au niveau des estuaires, voire en bord de mer. Justement, quand les pêcheurs les pêchent en bord de mer, dans les ports ou autres, et qu'ils prennent un poisson, disons à peu près de cette taille-ci, la différence qu'il y a entre l'anguille et le congre, qui sont souvent confondus, c'est que chez l'anguille, la mâchoire inférieure dépasse la mâchoire supérieure. Alors que chez le congre, c'est l'inverse. La mâchoire supérieure est plus longue que la mâchoire inférieure. Une des premières caractéristiques, c'est que ça n'a pas de nageoire ventrale. Il y a 2 nageoires pectorales ici. Et alors, ce qui fait la particularité de l'anguille, c'est donc cette nageoire dorsale là, qui débute relativement en avant dans le premier tiers du corps et qui va jusqu'à la queue. Au niveau de la queue, elle se rejoint. Et elle repart sur la nageoire anale qui est à peu près de la même longueur que la nageoire dorsale. Alors c'est un poisson qui est muni d'écailles, mais les écailles sont extrêmement fines et elles sont noyées dans une peau très épaisse. Donc ça c'est bien connu de tous les pêcheurs, c'est un poisson qui a une couche de mucus très abondante, insaisissable comme une anguille, hein, c'est pas pour rien qu'on le dit. Il faut savoir qu'un des meilleurs moyens pour tuer une anguille, c'est de la prendre par l'avant du corps et de lui fracasser la queue. La plupart des centres nerveux
sont situés dans la queue. Il faut savoir que c'est un poisson qui, par exemple, si elle est prisonnière, entre guillemets, d'un petit étang, d'une mare et tout, qui, par exemple, à l'été, va s'assécher, si une nuit il pleut légèrement, que c'est humide, elle a la particularité de pouvoir sortir et de se promener dans l'herbe humide pour rejoindre un milieu aquatique plus adéquat, quoi. Apparemment, il y a quelque chose. Donc, je vais attendre 2-3 secondes. Pareil, qu'elle prenne bien. Ça y est. Hop. Et voilà. Ah bah, elle est plus petite que l'autre. Bon, celle-là, on va la monter d'autorité. Et voilà. Sur certains secteurs où il y a encore des populations raisonnables, on peut arriver à faire des 20, 30, 40 anguilles dans la nuit. Bon, bah, ça, c'est sur des secteurs, sur tous les secteurs maritimes. Dans la région, ça va être par exemple sur Dinan, sur la plaine de Tadin, hein, un endroit assez connu, où là, on a le droit de pêcher jour et nuit. Et donc, à ce moment-là, bon, effectivement, à l'approche de la nuit, à partir de la tombée de la nuit jusqu'à tard dans la nuit, on peut arriver à faire des belles pêches d'anguilles, hein. C'est un endroit qui est assez connu des pêcheurs d'anguilles de la région, où ils y vont assez souvent à plusieurs copains et tout. Ça donne l'occasion de passer une bonne petite soirée, avec en plus, en prime, quelques belles anguilles, quoi. Bon alors, bonne pêche à l'anguille. Ma foi, pour aujourd'hui, vu les conditions, moi je pense qu'on s'en est sorti honorablement.